ces photos, on l'a fait à côté, justement, je disais tout à l'heure, hein, à côté de stade Chile, ça s'appelait. Et c'était un stade qui c'était pour basketball. Il y avait des prisonniers et on entendait. Et à ce moment-là, quand on faisait les photos, on a entendu des tirs des rafales, très comme ça. Et ma fille, il s'est mis contre moi, il était comme ça, il essayait de faire la photo, il était comme ça, Je me rappelle effectivement de ça. C'est l'unique chose qui me restait de la sortie de mon pays, de cette époque. Voilà. Et c'était le 10 mai, voilà, 1974. J'avais été arrêtée. J'étais arrêtée. J'ai eu une grande chance, un petit ange quelque part qui m'a sauvée. J'ai resté une journée et demie seulement d'arrêt. La nuit, spécialement que j'ai passée, le matin, j'étais mise à la porte, comme on dit, heureusement pour moi. Et à partir de là, on a compris qu'on était en danger parce que il y avait mon ex-mari ne pouvait pas non plus aller à la fac. Elle était étudiante à l'université du Chili, médecine, et moi j'avais commencé à travailler. Et donc pour moi c'était très très difficile pour nous c'était très difficile de continuer on savait qu'à n'importe quel moment on pouvait être de nouveau arrêté pour rien. Spécialement pour rien, simplement parce qu'on était des personnes qui avaient participé, et comme tous les jeunes, qu'on voudrait un changement profond au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau de notre façon de vivre, qui est agendée et proposée. Voilà. Au Chili, j'ai participé, hein, parce que j'y allais aussi pour ça. J'ai participé donc à certaines luttes, surtout des étudiants, et puis comme j'étais en médecine, la santé au niveau des quartiers populaires, etc. Près de Santiago, il y a Santiago. Et aussi, j'étais à ce moment-là militant d'un parti de gauche, le MIR, Mouvement de gauche révolutionnaire. Donc j'étais vraiment engagé. Donc ça, c'était une période très intéressante dans ma jeunesse, à ce moment-là, avec des idéaux qu'on peut avoir quand on est jeune. Et donc, vraiment, je me suis engagé beaucoup dans tout ça, dans ce processus. Sauf que, voilà, le coup d'État de Pinochet, que tout le monde s'en souvient maintenant, le 11 septembre 1973, va mettre un coup d'arrêt brutal à ce processus-là, et avec l'instauration d'un régime de terreur, avec des persécutions, tous les engagés politiques et autres, syndicalistes, et vraiment avec des tortures, des emprisonnements arbitraires, des tortures, beaucoup de gens ont été fusillés, etc. Et donc quand mes camarades et amis ont commencé à tomber les uns après les autres, je me suis dit que ça pourrait m'arriver. Et donc, comme j'avais une fille de 6 mois au moment du coup d'État, j'ai dit, je ne veux pas, encore si c'était que moi, mais je ne veux pas mettre en danger cet enfant. Donc, moi, j'y suis resté encore 6 mois. Donc, j'ai eu le temps de voir tout ça. Et justement, j'étais clandestin, semi-clandestin, parce que j'avais quand même des moments où il fallait aller dans des endroits que je connaissais avant, ne serait-ce pour voir la famille, etc. Et donc, à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas faire courir le risque à ma fille, parce que j'ai vu que mes copains, certains ont disparu, voilà, je ne sais pas où ils étaient, morts, ou d'autres en prison, etc.
Et donc je dis, il faut sortir. Mais, problème pour sortir, comment? Parce que les jours qu'on suivi, les semaines qu'on suivi le coup d'État, les gens ont pris d'assaut les ambassades. Il n'y avait pas encore de militaires autour parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Hein. Donc les ambassades, dont l'ambassade de France, a été vraiment pleine de gens. Hein. Mais vraiment, hein, c'est énorme. Mais quelques mois après, 2 ou 3 mois après, fini. Les militaires ont encerclé l'ambassade, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. Donc je dis, comment je vais faire? Et à ce moment-là, il y a toujours des rencontres, des gens, on essaie de se débrouiller, et quelqu'un m'a dit, écoute, à l'archevêché de Santiago, ils ont une mission pour aider les gens qui ont besoin, etc. Donc je suis allé voir, déjà tout seul, déjà en regardant si j'étais suivi, etc. Parce qu'à ce moment-là, tu te méfies. Et donc, je suis rentré, voilà, on m'a accueilli, j'ai raconté, voilà, moi je voudrais sortir du pays. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, on a des contacts avec les Nations Unies, c'est possible. Donc j'ai raconté pourquoi et comment. Et ils ont dit, on va essayer, etc. Venez dans 15 jours. Donc, venez dans 15 jours, donc tu passes les 15 jours. Donc je suis retourné dans 15 jours, il m'a dit, oui, ça a été accepté. Et donc, à partir du moment où ça a été accepté, ils m'ont donné un rendez-vous où ils ont dit, vous venez avec vos affaires, et à partir de là, on vous amène au refuge et vous ne pouvez plus sortir. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, voilà. Et donc, pour renouveler le passeport et le visa de sortie et toutes ces choses-là, c'est déjà à partir du refuge des Nations Unies, près de Santiago, à quelques trentaine de kilomètres. On était accompagnés déjà par délégués des Nations Unies, etc. Et donc, voilà, on était un peu protégés. Il y avait quelqu'un qui m'avait informé, quelqu'un qui faisait partie de ma famille, hein, un jeune qui travaillait, qui était embauché pour des militaires, pas loin de chez moi, pour nettoyer, pour récupérer les affaires des personnes qui s'étaient assassinées dans un stade. On habitait pas loin de l'estade de Chili, qui s'appelait, pas l'estade national. Il y avait 2 lieux. Il nous a dit, vous risquez bientôt d'être arrêtés. Donc, rapidement, on a discuté, on a dit, on est dans l'obligation de partir. La première chose qu'on a fait, on est parti au sud du Chili, chez quelqu'un de ma famille. Et à la gare de Santiago, qui va au sud du Chili, on a vu qu'il y avait plein de militaires. On est arrivé à monter dans un train, mais avec beaucoup d'angoisse. Et puis en arrivant là-bas, on a passé un séjour, même pas d'un mois, tranquille. Et on a vu aussi, c'est la ville de Talca, s'appelle, qui est en face de où habitait ma tante. Et il y avait des gens, la nuit, des gens qui se sont fait arrêter. Donc à ce moment-là, on a dit qu'on ne pouvait plus rester tranquille, aucun endroit. On a décidé de rentrer à Santiago. Et là, on a fait la démarche de demander asile politique. Les ambassades étaient complètement surveillées par les militaires. Donc j'avais un contact d'une personne qui travaillait quelque chose qui fait partie des Nations Unies pour la FAO, comme la FAO. Et que j'ai contacté, cette personne s'est affolée, il m'a dit, tu viens à telle adresse, rapidement. On était allés et ils nous ont pris, ils nous ont amenés après, ils sont venus nous chercher, ils nous ont amenés à un endroit qui s'appelle Padre Hurtado, qui c'est un ancien couvent désaffecté, qui c'était la vicaria qui avait proposé pour recevoir tous les réfugiés d'origine étrangère. J'étais chilien, mais mon ex-mari était d'origine étrangère. Donc, toutes les personnes qui ont été reçues là, on a resté, nous ont donné des numéros pour ne pas être, s'il y avait des infiltrations. Donc là, on a commencé à comprendre que les choses étaient très loin, très sérieuses. Donc, et à partir de là, on a vécu, on nous a demandé de faire une liste des pays qui ont demandé de pouvoir rentrer. Et je crois qu'on a demandé 4 pays.
Donc le Mexique, je crois, l'Angleterre, le Canada et la France. C'est la France qui a répondu rapidement. Et à partir de là, on était dans la liste pour partir à mesure que des possibilités de voyage. Mais on était protégés dans cet endroit. Et ensuite, une fois qu'on est parti, nous sommes amenés à l'aéroport. À l'aéroport, une chose qui m'a impressionnée tout de suite, c'est qu'il y avait beaucoup de militaires. Et à un moment de rentrer au bus qui nous amène à l'avion, et donc il y avait une hôtesse de l'air française, parce qu'on a voyagé, nous ont donné les billets à Air France. Et la hôtesse qui était française, il est venu un militaire gradé, mais on les voit, qui sont gradés, qui ne sont pas gradés, mais qui n'avaient pas ces grades, qui a demandé à l'hôtesse la liste des passagers. Et elle, d'une façon extraordinaire, déjà on avait tous rentré au bus, un minibus, elle a pris sa liste contre elle, et elle a dit non. Parce que si vous me donnez un mandat, je ne me rappelle pas quel type de mandat qu'il a dit, international, je peux donner la liste. Et donc il se retourne vers le chauffeur, il dit démarrer. Il monte rapidement, il dit démarrer. Et ça, j'ai compris la première attitude de solidarité des Français. Donc on arrive en France et déjà, ce qui nous a étonnés, enfin en tout cas m'a étonné, mais on était une dizaine de réfugiés à ce moment-là. Une dizaine de familles, on va dire. Et à l'arrivée, déjà, à l'aéroport, comité d'accueil, la CIMAD, accueille les Chiliens. Moi, c'était un autre monde, hein. Moi, j'avais jamais connu ça. Hein. Donc, ils nous attendaient déjà. Et le représentant de la CIMAD, quelqu'un qui travaillait pour la CIMAD, nous dit, voilà, on va prendre un café, tout ça, ok, pour prendre connaissance. Et puis il nous dit, je suis vraiment désolé, regardez, par rapport à aujourd'hui, hein, je suis vraiment désolé, mais il n'y a plus de place à Paris. C'était en mai 1974, donc quand même beaucoup de temps après le coup d'État. Il n'y a plus de place à Paris pour vous accueillir. On est vraiment désolé, mais on peut vous proposer Lyon. Est-ce que vous acceptez? Enfin, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais on était contents d'être accueillis en France. Lyon ou pas Lyon, voilà. Et donc, ils nous ont acheté les billets de train, tout ça. On n'avait rien à faire. Hein. Et nous ont demandé si on pouvait partir à différents endroits de la France, ce qu'ils voudraient. Et nous ont donné une liste, on ne connaissait rien, des villes comme Marseille, Lyon, Toulouse, etc. Et nous, on s'est informé un peu de comment ça se passait à tel endroit, et on a décidé Lyon. Parce que c'était à 2 heures simplement de Paris, et puis aussi, on s'est informé comment bouger à niveau de tout. D'éducation, etc., etc. Parce que nous, on ne savait pas comment ça marchait, évidemment, mais les gens, c'était adorable. Et des gens qui parlaient espagnol, en plus, qui nous faisaient les traductions. Et mon ex-mari parlait un peu de français déjà, mais moi, je parlais, ce que j'ai appris quand j'étais au lycée, c'est-à-dire, bonjour. En plus, je parlais très bien parce que je disais, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai dit, ça va, ça va. Ça va, tu vas bien? Alors, et ensuite, on était accueillis très bien à Lyon, beaucoup de solidarité. Et c'est vrai que j'ai un très bon souvenir de ce accueil. Et comme nous, j'ai appris le français, donc on avait des cours de français. Et pour les réfugiés et les immigrants à Lyon. Et ça a été formidable. À Lyon, nous a emmenés dans un centre d'accueil, tout était prévu pour des familles, tout, voilà. On avait une cuisinière qui faisait le repas pour nous, et tout ça, c'était payé par le gouvernement français.
Parce qu'il y avait des subventions, la CIMAD avait des subventions pour accueillir les Chiliens. Donc, voilà, donc c'était vraiment... Et ça a aidé, bon, parce que là, je vais faire mon psy. C'est très important la façon comme les autres vous accueillent. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que les gens se sentent accueillis. Et les gens étaient très accueillants. Et ça aide à se reconstruire psychiquement. Et c'est après, beaucoup de temps après, comme aujourd'hui, je peux parler comme ça, voilà, ça. Mais pendant beaucoup de temps, c'est-à-dire, on va dire, ce baume-là, cette pommade-là, comme ça, qui aide à ne pas souffrir, elle est très importante pendant un certain temps. Parce que sinon, quand tu es toujours en train de souffrir, et s'il n'y a pas de gens autour qui t'entourent et qui t'aident, ça va être très compliqué. Voilà, donc faire un peu le parallèle entre la façon comment on a été accueillis et aujourd'hui.